Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Et je me suis dit, mais comment l'islam a pu apparaître dans ces endroits? Donc j'ai ensuite des études de cas, on va dire, emblématiques, hein, qui sont assez intéressantes à voir. Une est à Buenaventura en Colombie. C'est une ville afro-colombienne, c'est-à-dire que c'est des descendants d'esclaves noirs qui étaient déportés en Colombie il y a plusieurs siècles, qui, à cette époque, étaient sûrement musulmans pour à peu près un tiers d'entre eux, selon les historiens, mais l'islam avait complètement été éradiqué de ces populations, par force. Donc, ils sont tous devenus chrétiens. Mais aujourd'hui, dans la ville de Buenaventura, on voit qu'il y a deux mosquées. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Baptiste. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Bien, alhamdulillah. Et toi, ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu peux être un peu fatigué par le voyage, non? Tu viens juste d'arriver, là, tu me disais. Exactement. Exactement. C'est un peu une période chargée ces temps. Une période Ouais. intensive. Mais alhamdulillah, ça va. Tu étais de passage en Angleterre et là, tu reviens en Suisse, Genève, où tu habites. Zurich ou Genève, je sais plus. Fribourg, donc Fribourg, entre même les pas. deux. Je travaille à Entre les Genève, deux. mais c'est Ouais, exactement entre les deux, ouais, à ouais. mi-distance. Exactement. Ouais. Cool. Ouais, ouais. Bah écoute, je suis enchanté de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Tu m'avais Merci beaucoup. contacté à travers l'adresse email et tu m'avais présenté un peu ce que tu faisais. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc, tes travaux de thèse, tu es chercheur, mais tu vas nous présenter tout ça plus en détail. Donc, pour commencer, Baptiste, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es, où est-ce que tu habites, donc Fribourg, tu nous as déjà dit, mais d'où tu viens et puis ce que tu fais dans la vie. Merci beaucoup, Abdelrahman. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de discuter avec toi, de partager ces expériences avec les auditeurs et auditrices. Donc, moi, c'est Baptiste Bourdard. On m'appelle Yahya aussi depuis une vingtaine d'années que je suis musulman. Donc, c'est aussi un nom qui m'est associé. Et j'ai grandi en Suisse, j'ai vécu longtemps en France également, surtout en région parisienne et plus récemment à Marseille. Et j'ai entrepris des études en sciences sociales puis en études religieuses, donc dans ce qu'on dit en gros islamologie en France, qui a abouti à un doctorat en 2020. Et c'est un peu à cette période que j'ai commencé à publier, à me faire un tout petit peu connaître dans les réseaux sociaux également, à faire des conférences. Parce que auparavant, j'étais travailleur social pendant à peu près 7 ans. Donc vraiment un autre domaine, beaucoup plus sur le Ok. terrain, pas visible, Mhm. plus en train d'observer les communautés musulmanes aussi en Europe et ailleurs. Et parallèlement, Mhm. j'ai aussi beaucoup voyagé pour essayer d'étudier un peu l'islam, la pensée musulmane contemporaine, donc tant en Afrique qu'en Asie, au Moyen-Orient, etc. On peut peut-être en discuter plus tard. Mais pour moi, c'est un parcours qui s'est déroulé naturellement, mais qui a eu des points parallèles. Par exemple, d'un côté, j'ai développé une réflexion en sciences sociales, en sociologie, de l'autre plutôt en islamologie. Et en tant que croyant aussi, bien sûr, j'ai une approche plus endogène de la pensée musulmane. Donc, j'ai voyagé pour rencontrer des chouyours, des personnes de référence, pour essayer aussi d'étudier, pour me nourrir personnellement. Et c'est que au fil du temps que ces différents axes se sont un peu mis ensemble pour aboutir à mes travaux récents dans ma thèse de doctorat qui parle d'action sociale musulmane, si tu me permets l'expression un peu Ouais. rapide. Et plus récemment, j'ai entrepris une étude sur l'islam en Amérique latine, mais en me concentrant sur les communautés de convertis, les processus de conversion, vu que c'est un contexte complètement différent de ce qu'on voit en Europe. En parlant par exemple du Brésil, de la Colombie et du Mexique, on voit qu'en allant dans des mosquées, dans des centres islamiques, pratiquement 80-90% parfois des personnes sont autochtones, en gros, qui sont converties, voire fils et filles de personnes converties à l'islam. Donc c'est une composante sociologique très différente de ce qu'on voit dans les mosquées européennes. Ça Mhm. m'a animé mon attention. Puis enfin, mon premier voyage était en Colombie en 2016. Et depuis, j'ai pu faire un post-doctorat, donc une étude qui a suivi ma thèse, d'à peu près 2 ans dans ces trois différents pays. Donc la Colombie, le Mexique et le Brésil. Cette année, mon projet, Inch'Allah, est d'écrire un ouvrage sur cette question.
C'est un gros projet que j'ai parce que j'ai déjà publié sur la question, mais pas un ouvrage, pas un livre complet et il y a beaucoup à dire, donc il y a énormément de points différents et c'est quand même une thématique très peu connue ici, mais même là-bas en fait, c'est très peu théorisé. Il y a différentes communautés qui sont pas vraiment au courant de ce qui se passe d'un côté et d'un autre, donc mon idée c'est vraiment de mettre la plupart de mes efforts dans ce projet là. C'est un peu un point rapide sur mon parcours, mais en Top. gros Bah ça. écoute, tellement de choses à dire, mais bon, on va commencer dans l'ordre, Inch'Allah. Donc, tu parlais déjà très tôt, tu as commencé à pas mal voyager. Tout à Hum, fait. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire ces voyages-là? Tu les as tout seul? Oui, j'ai toujours voyagé seul. Maintenant, j'ai à peu près vu, enfin, j'ai 38 ans, j'ai parcouru pratiquement 60 pays. Plusieurs fois les mêmes pays en général, pas tous, mais le voyage fait vraiment partie de moi-même. C'est pour ça que j'ai un peu bugué quand tu m'as demandé où j'habitais, parce Ouais. que c'est aussi le prix à payer. Ma situation elle n'est pas très stable en termes géographiques, parce que j'ai développé un peu des réseaux dans différents pays, puis des familiarités aussi avec des personnes proches dans différents pays. Et puis quand je reviens dans mon pays natal, j'ai l'impression d'être vraiment étranger de passage. Je connais pas grand monde ici. Mais si tu veux, ça, pour répondre à ta question, ça a commencé très tôt à l'adolescence, parce que j'ai grandi dans un village suisse, mais à 16 ans, je partais déjà à Paris tout seul. Et j'ai connu des gens qui sont devenus des amis, des frères de quartiers populaires en région parisienne. Et je suis passé d'un village suisse littéralement à une cité HLM de Seine-Saint-Denis à la fin de l'adolescence. Donc pour moi, c'était un premier voyage, si tu veux, enfin un premier changement culturel très fort. Et de là-bas, il y a beaucoup de contacts qui se sont faits avec des personnes, des Français d'origine maghrébine, mais aussi des Français d'origine d'Afrique de l'Ouest. Et ça m'a vraiment éveillé ma curiosité. Je me suis dit, comme je connaissais ces personnes, je voulais voir les réalités vécues quand ils voyageaient au bled, comme on disait, mais aussi d'où leurs parents venaient, etc. C'est vraiment une curiosité qui m'a poussé à aller plus loin chaque fois. Donc j'ai commencé par le Maroc en 2005. Ensuite, j'ai été très souvent en Algérie. J'ai aussi voulu aller au Mali, au Sénégal, mais toujours avec cette même idée d'aller dans les pays d'origine de mes amis ou de mes connaissances, mais tout seul, en fait. Je voulais pas aller avec quelqu'un parce que j'ai commencé à développer cette habitude de voyager seul dans le but aussi d'avoir un meilleur contact avec la société locale. Parce qu'en voyageant seul, ça me force à établir des liens avec les personnes qui vivent sur place et ça m'a aussi permis de développer des connaissances linguistiques que je n'avais pas à l'adolescence. Et c'est vraiment en voyageant que j'ai pu apprendre différentes langues comme l'arabe, l'espagnol, l'anglais, etc. Mais en allant tout seul, parce qu'en allant tout seul, ben, comme en fait j'allais avec très peu de moyens, donc j'étais amené à vivre dans des quartiers populaires ou vivre dans la campagne, dans des villages et me mêler à la population. C'est vraiment une façon de voyager que j'ai revendu, que j'encourage chacun à essayer de faire. Maintenant, c'est un peu différent actuellement avec les réseaux sociaux, avec le développement d'Internet. C'est pas les mêmes types de voyages que je faisais au début, mais on peut garder à peu près le même esprit, c'est-à-dire d'aller à la découverte de l'autre, entre guillemets, mais finalement, on se rend compte que c'est plus un autre, qu'en fait, on est dans une humanité commune qui fait que peu importe la différence culturelle et linguistique, on peut développer ce contact, cette approche de cœur à cœur. Spécialement dans les pays musulmans, ça aide encore avec la foi partagée, mais même dans les pays non musulmans avec des personnes d'autres origines, d'autres confessions. Donc c'est vraiment ça a commencé à peu près il y a une vingtaine d'années pour moi, donc et au début avec très peu de moyens. Maintenant, alhamdoulilah, c'est un peu plus facile bien sûr, et finalement ça a débouché sur 60 pays visités à peu près sur tous les continents, à part l'Australie et l'Océanie, j'ai pas encore été mais c'est devenu un peu une seconde nature ou une habitude qui fait que aussi j'ai du mal à me représenter personnellement comme étant suisse ou ancré dans la société locale parce que j'ai passé plus de temps dans ma vie à l'extérieur que dans mon pays natal. Magnifique. Donc, tu as fait quand même des études. Donc, c'était dans quel domaine tes études? Donc j'ai commencé avec un parcours en sociologie Ouais. pour des raisons très activistes, on va dire. Parce que Mhm. j'étais En témoin Suisse, hein? de, en France, en France. En En France? fait, D'accord. j'ai eu le bac en Suisse et je suis parti directement en région parisienne
Mhm. Donc, j'étais à la fac de Nanterre, Paris 10 Nanterre, ensuite Paris 8 Saint-Denis. J'ai eu une licence politique à Saint-Denis et ensuite j'ai continué avec un master en sciences sociales. Mais vraiment avec cette idée de non seulement d'essayer de comprendre la société, bien que je n'étais pas convaincu que c'est par l'université qu'on comprend la société, mais je voulais aussi m'armer de bagages théoriques, mais surtout d'une légitimité. Parce que bon, c'est vraiment un point de vue idéaliste hein, de jeunes, d'adolescents même. J'étais témoin de situations sociales assez compliquées, notamment en parlant d'inégalités sociales, surtout en parlant de quartiers populaires, dans des banlieues défavorisées, etc., où j'avais mes habitudes, où j'avais mes contacts, et aussi Mhm. une partie de mon expérience de vie. Donc je me rendais compte des différences de classe sociale, de mode de vie, d'habitus aussi, et j'avais ce sentiment de devoir passer par les études pour essayer d'avoir un impact positif sur la société. C'était vraiment idéaliste à ce niveau-là. Ensuite, c'est des études aussi qui m'ont permis de travailler dans le domaine du travail social en tant qu'éducateur, puis ensuite assistant social en prison après mon master. Et ça, c'est une part de mon parcours. Et en même temps, j'étais déjà musulman, donc je me suis converti à l'islam très tôt, vers l'âge de 18 ans. J'ai commencé à pratiquer vers mes 19 ans. Et en rencontrant beaucoup de musulmans en région parisienne, j'ai vu qu'il y avait cette différence d'approche, d'école, de courant. J'ai un peu fait le tour à l'époque hein, entre les frères musulmans, le salafisme, pardon, le tabligh, le Adl wal Ihsan marocain, Ahbash, etc., etc. Parce que pour moi, dans ma première année, j'étais complètement ignorant, bien sûr, de ces réalités. Mais Ouais. cette exposition à la diversité religieuse elle m'a encouragé à étudier l'islam par moi-même parce que je pouvais plus me contenter de suivre mes amis musulmans parce qu'il y avait des voix dissonantes, des propos assez contradictoires sur la bonne interprétation entre guillemets. Donc c'est ça qui m'a poussé à étudier l'islam d'abord en France, de la mosquée locale, à Nanterre notamment, mais ensuite de voyager pour cela. Donc j'ai commencé par le Maroc. Et ensuite, l'Asie du Sud-Est, vers la Malaisie, l'Indonésie, et plus tard, j'ai étudié l'arabe en Jordanie. J'ai passé pas mal de temps en Algérie, en Égypte. J'ai À été au chaque fois, Yémen également. c'était à chaque fois voilà, des voyages pour étudier. À cette époque-là, mon intention, elle était double. Elle était à la fois de connaître la culture, de rencontrer des gens, mais aussi d'étudier la langue arabe et d'étudier l'islam, le fiqh, par exemple, le Coran, et surtout rencontrer des personnes actives dans la communauté. Donc c'est vraiment venu des voyages assez courts, assez intuitifs, assez exploratoires, sans vraiment avoir une idée un but précis. C'est plus venu à partir de 2012. J'ai eu cette intention d'apprendre l'arabe. Donc là, d'abord, j'ai été en Jordanie sur le conseil de personnes que j'ai connues aux États-Unis et au Canada. Mais là, en Jordanie, je suis tombé sur des personnes d'Algérie qui m'ont conseillé d'aller en Algérie, curieusement. Et je connaissais déjà l'Algérie, par contre. Enfin, j'avais déjà passé 2 mois en 2009. Mais pour elle, elles m'ont dit, bon, tu perds ton temps en Jordanie, tu vas en Algérie, tu vas à la Zawiya, à Adrar, au Sahara, au désert. Et là, tu vas rester gratuitement. Puis, de toute façon, tu vas que parler l'arabe parce que c'est le désert. Et puis, enfin, les gens qui étudient là-bas, ils parlent le Fusra aussi. Donc, t'inquiète pas, c'est mieux que dépenser ton argent en Jordanie. Bon, c'était leur point de vue, mais c'est vrai qu'il y avait aussi les difficultés matérielles en Jordanie avec le froid. Enfin, j'ai passé tout l'hiver là-bas. Et du coup, de la Jordanie, je me suis déplacé vers l'Algérie. Après, c'était un peu difficile pour le visa. Enfin, j'avais un visa touristique, mais au bout d'un moment, j'ai dû sortir du pays. Puis ça s'écrit vraiment comme ça, comme un puzzle, parcelle par parcelle, expérience par expérience, sans vraiment avoir une cohérence. Mais subhanallah, avec le recul, c'est là qu'on sent la cohérence du parcours qui est guidé de toute façon par Allah, Ouais. par le divin. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est complètement décousu puis que ça va pas grand part. Mais c'est quand même grâce à ces expériences que je parle l'arabe couramment aujourd'hui. Et ça a commencé comme ça. Puis j'ai suivi un peu tout. J'ai parcouru, je pense, 13 pays arabes qui ont été plus ou moins pour des séjours plus ou moins longs. Le plus long que j'ai fait, c'est en Algérie. J'ai passé quand même 18 mois en tout, si je colle toutes les périodes. Après le Maroc, la Mauritanie, l'Égypte, le Yémen, Oman. Qatar un petit peu, Arabie Saoudite, etc. Enfin, le Liban aussi. Donc pas mal d'expériences, Inch'Allah. mais petit à petit, j'ai jamais Ouais. fait un tour du monde comme certains. J'ai tout le temps voyagé en fractionné parce que j'avais l'habitude de travailler quelques mois.
Ouais. d'économiser et de partir sur cette base financière. Donc, je tenais entre 3 mois à peu près, puis ensuite, je revenais, etc. Donc, Et c'est pour ça que c'est un peu particulier. tu parles arabe couramment maintenant, avec Oui, tous ces oui, voyages? depuis cette époque, depuis une dizaine d'années, je parle arabe couramment. Donc, à la base, j'ai appris le Fusha, puis ensuite, j'ai commencé à mettre un peu de dialecte Ouais. dans mon arabe pour plus Amia. d'intégration, comme exactement, Amia, puis en fonction des pays où je vais, je le coupe un peu, etc. Mais à la base, c'est le Fusha que j'ai appris, puis c'est aussi ce qu'on conseille aux personnes pour commencer, parce que c'est la porte d'entrée, et puis après, les dialectes, on peut s'adapter au fur et à mesure, je pense. Top. Et du coup, quand tu faisais ces voyages, tu avais déjà terminé tes études? Parce qu'en fait, tu pas fait ton doctorat. Enfin, il me semble que ton doctorat, tu l'as fini récemment, non? Oui, en fait, j'avais terminé mon master et j'ai travaillé 7 ans après le master avant de faire un doctorat. Donc, le doctorat, pour moi, c'était pas un but à la base. Je voulais vraiment travailler. Donc, une fois que j'ai eu mon master, j'ai travaillé dans la profession du travail social, en gros, surtout en détention. J'ai eu des expériences assez mitigées. Parfois, j'ai démissionné très vite pour des raisons politiques ou idéologiques, où j'ai trouvé qu'il y avait peu de respect de la déontologie du métier. Et ces coupures m'ont permis en fait finalement de faire d'entreprendre pas mal de voyages entre-temps, tout en travaillant plus ou moins. Donc souvent dans l'année, je passais en gros 6 mois en déplacement et 6 mois en travaillant. Et j'ai fait ça à peu près 7 ans, jusqu'à commencer le doctorat en 2016 seulement. Donc à l'âge de 30 ans, j'ai commencé beaucoup plus tard le doctorat. Et par exemple, entre-temps, j'avais travaillé aussi en Algérie on va dire, dans la gestion de projet, comme chargé de programme dans la réinsertion de personnes détenues, mais c'était pour le compte des Nations Unies, en relation avec le ministère de la Justice algérien. Donc c'était aussi une expérience intéressante, mais très, très loin du terrain quand même. Mais c'est ces expériences que j'ai eues avant le doctorat. Puis le doctorat, en fait, quand j'ai trouvé le contrat de doctorat avec une bourse, j'ai dû démissionner de mon travail qui était assistant social en prison dans la région de Genève en Suisse à l'époque. Donc c'était soit je continuais ça, et soit je prenais le risque de tout arrêter pour faire un doctorat avec une bourse qui était la moitié de mon salaire de l'époque. Mais alhamdoulilah, c'est ce que j'ai fait, mais vraiment pour une raison plus de vocation et d'engagement intellectuel que de carrière. Parce qu'au niveau de ma carrière, ça a quand même compliqué un peu bon, enfin, ça a quand même un peu compliqué les choses, puis ça m'a déplacé quand même à un âge pas très jeune pour commencer une carrière académique comme certains. Et ça m'a éloigné du travail social. Mais dans ma thèse de doctorat, je parle beaucoup d'action sociale justement parce que la thématique était liée justement à cette jonction entre travail social et islam. Donc, je me suis intéressé à l'action sociale qui était ici non pas étatique, mais qui est mise en œuvre par des associations musulmanes, donc des organisations de la société civile en Suisse, en France, en Angleterre, qui se réclament de l'islam. Donc, ça prend des formes très différentes. Souvent, il s'agit d'associations de jeunes qui font des maraudes, qui font des différents projets caritatifs au nom de leur foi. Donc, c'était le sujet de ma thèse. C'était un sujet qui a pratiquement pas été exploré avant. Donc, j'étais très motivé pour passer 4 ans de recherche sur le terrain et d'écriture. Et Ouais. finalement, j'ai publié un livre après ma thèse, donc l'année dernière. J'ai terminé ma thèse il y a 4 ans, mais j'ai publié un livre l'année dernière parce que j'ai réécrit ma thèse pour la transformer quand même en un ouvrage un peu plus simple et digeste. Digest, ouais. Cool. Et quels sont les enseignements de cette thèse, les choses que tu as retenues, les grands axes? En fait, l'intérêt de cette thèse, pour moi, c'était qu'elle était pluridisciplinaire. Elle était dans un centre qui s'appelle Centre Suisse Islam et Société à l'Université de Fribourg en Suisse, qui veut faire à la fois de la réflexion théologique musulmane, mais aussi des sciences sociales en lien avec les communautés musulmanes. Donc ça tombait à pic pour moi de combiner l'aspect sociologique, qui est la porte d'entrée, parce que dans ma thèse, si tu veux, je m'intéresse à des études de cas concrets d'action sociale musulmane, pour faire simple, c'est-à-dire d'associations engagées dans des projets caritatifs. Si on prend la région parisienne, c'était souvent des associations qui font des maraudes pour aider les sans-abri ou qui aident des personnes incarcérées quand elles sortent de détention ou qui donnent du soutien scolaire à des enfants, etc. Et ça, c'est la porte d'entrée, donc une étude de cas où il s'agit d'essayer de comprendre entre guillemets, la réalité comme elle est, vraiment de manière la plus objective possible, même si on n'est jamais complètement objectif. Mais ensuite, une partie de ma thèse aborde la réflexion plus
liées à l'islamologie ou à la théologie musulmane même sur ce travail social au nom de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'action sociale musulmane finalement? Qu'est-ce qu'ils font de différent d'autres acteurs chrétiens ou laïcs au nom de l'islam? Et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas eu une définition consensuelle de ce phénomène parce que c'est un phénomène qui part du terrain. En gros, quand on suit toutes les études de cas pratiquement qui sont présentées dans mon livre, il s'agit d'organisations, d'associations qui partent du bas, qui partent de la base. C'est-à-dire, typiquement, si on va vers les années 2008-2009 en région parisienne, il y a eu un nouveau phénomène d'essor d'associations de jeunes qui se sont regroupés entre frères de la mosquée, entre frères et sœurs de la mosquée ou entre amis simplement pour préparer des sandwichs et commencer à distribuer ces repas aux sans-abri. Au début, le projet n'était même pas de constituer une association, le projet était d'œuvrer au nom d'une foi, au nom de la foi en islam, pour aider les plus pauvres. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça va de soi quand on est en France. Parce que tout le monde parle de Maroc, tout le monde parle d'ONG musulmane. Mais à cette époque, c'était très peu répandu. Avant 2008, on comptait peut-être 2 ou 3 cas sur toute la région parisienne que presque personne connaissait. Et ensuite, 5 ans plus tard, on peut compter à peu près une centaine de cas. Donc il y a eu Oui, le lancement d'initiatives de certains jeunes musulmans qui étaient très novatrices à l'époque. Certains disaient, mais pourquoi ils font ça finalement? C'est à l'État d'aider les pauvres, c'est pas à des gens de la mosquée de s'organiser. Mais le phénomène d'imitation a fait que c'est devenu une réelle mode, un phénomène de société. Et aujourd'hui en France, même dans des villes comme Marseille, Lyon et des petites communes comme Thonon-les-Bains, par exemple, dans 74, on voit qu'il y a énormément d'associations sous cette forme où il s'agit d'œuvrer pour aider les pauvres au nom de l'islam. En gros, c'est le dominateur commun. Mais en allant en Angleterre, on voit que c'est aussi le même phénomène, bien qu'il ait été développé beaucoup plus tôt mais de manière plus professionnelle, on pourrait dire, plus organisée en tout cas. Mais c'est aussi la même chose, ça part d'initiatives de 2, 3, 4 personnes qui étaient pas très populaires dans les mosquées. Et souvent, des fondateurs de ces structures me disent qu'elles voulaient travailler avec des mosquées, mais qu'on leur a dit que c'était pas intéressant pour elles, donc elles ont commencé à développer des projets en parallèle. Et c'est un phénomène aujourd'hui qui est présent sur beaucoup de pays occidentaux, en Europe occidentale, mais aussi dans les Amériques, mais qui n'avait pas été conceptualisé, qui n'avait pas été étudié comme tel. Et pour faire un saut sur la période actuelle, après avec l'actualité politique récente, cet activisme aujourd'hui est très critiqué et très controversé, mais par ignorance. On a mhm, toute une série de penseurs, politologues français, repris par certains médias, repris par certains politiciens, qui accuse cet engagement militant entre guillemets ou associatif au nom de l'islam d'être un instrument de l'islamisation, d'être au service d'un complot islamiste, etc. Donc, on peut penser notamment au discours sur le séparatisme du président Macron il y a à peu près 2, 3 ans, il me semble, où, où certains analystes ont lié cette idée de séparatisme à cet engagement, alors que l'engagement associatif musulman, au contraire, est citoyen. Au contraire, il vise à développer le vivre ensemble, la cohésion sociale, et les personnes ont été, enfin, les structures ont été accusées injustement d'être ce qu'elles n'ont jamais été. Au contraire, là, on parle vraiment d'associations indépendantes, autonomes, qui ne dépendent d'aucun agenda étranger, qui ne dépendent même pas de grandes organisations musulmanes comme on en avait à l'époque, qui existent toujours mais qui ont perdu de l'influence. Donc, on a vraiment un engagement local, autonome de personnes françaises de confession musulmane qui est pensé pour servir la société en adéquation avec les valeurs de la foi musulmane, rien de plus. Et le fait de les soupçonner d'être un instrument politique et d'hégémonie islamique, c'est vraiment une malhonnêteté intellectuelle qui malheureusement a été véhiculée récemment par des ouvrages. Je pense par exemple au livre sur les réseaux fréristes de Bergeau Blackler qui est sorti l'année dernière, qui a fait beaucoup de bruit et qui se réfère indirectement à ce genre d'initiative, alors qu'il n'y a pas de lien direct avec ce qu'elle dépeint dans son ouvrage. ouais. C'est super intéressant. Quand tu fais ce genre d'études, c'est souvent beaucoup de contenu, on va dire, pessimiste, négatif sur la situation. Comment est-ce que toi tu le vis personnellement? Est-ce que
quand tu fais ce genre d'études, ton objectif, c'est vraiment de partager l'information, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de sensibiliser à cela. Merci, Abdelrahman, parce que c'est une de très bonne question Mhm. qui est assez problématique, pas seulement dans ce type d'études que j'ai faites, mais dans le fait de faire des thèses de doctorat. On peut se demander pourquoi faire une telle thèse. En fait, un doctorat, ça prend à peu près 3 ans, 4 ans. Et au bout d'un moment, on a l'habitude de participer à des colloques, des conférences dans un milieu essentiellement intellectuel, limité à l'université. Et on peut se dire, mais pourquoi le fait-on? Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Ben, pour moi, déjà, à la base, c'est descriptif et analytique, simplement. C'est-à-dire que on n'est pas dans le domaine encore de prétendre apporter des solutions, voire des inspirations pour des personnes, mais la première étape, c'est vraiment la description, l'analyse. C'est à peu près là qu'on s'arrête quand on publie un ouvrage qui se veut scientifique. Parce qu'on ne peut pas mélanger vraiment les approches. En gros, on peut parler de l'approche analytique qui décrit la réalité telle qu'elle est, et l'approche normative qui vise à dire ce qu'il faudrait faire. Et tant qu'on est dans le domaine académique et intellectuel reconnu par des publications, souvent on va rester du côté analytique pour avoir du crédit au niveau scientifique et académique. Donc, mon ouvrage qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule L'action sociale musulmane en Europe, parle vraiment de la description et de l'analyse des phénomènes, mais déjà, ça a le mérite ou l'intérêt, enfin, je l'espère, de mettre des mots sur des phénomènes et d'analyser en profondeur des choses qui sont souvent très méconnues. Après, par rapport à tes questions, un deuxième niveau, ça serait d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de le communiquer déjà à une audience plus large, pas seulement à l'université, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre qui est disponible en librairie, et qui est pas seulement une thèse finalement, qui est une réécriture pour le rendre plus accessible. Mhm. Mais un troisième niveau, ce serait de les communiquer dans des conférences ou comme ici, j'essaie de le faire aussi en podcast ou dans des colloques plus grand public. Et finalement, un quatrième niveau que je fais aussi, mais essentiellement dans les communautés musulmanes dans d'autres pays à cause du climat politique et de l'ouverture, c'est d'essayer enfin d'entrevoir des solutions, d'inspirer des vocations, d'identifier les bonnes pratiques et d'essayer de les mettre en avant. Parce que dans cet ouvrage, dans cette thèse, il y a beaucoup de cas étudiés, donc on trouve autant le mieux et le pire. Enfin, le pire n'est pas bien grave, mais on trouve à peu près une palette de bons exemples et de contre-exemples de ce qui est fait en termes d'action sociale musulmane. L'idée ensuite, c'est de mettre le doigt sur certaines lacunes, certaines contradictions avec l'enseignement islamique. Quand on parle à la communauté musulmane, il y a un intérêt à utiliser cette base intellectuelle pour essayer d'améliorer les pratiques et de mettre en avant, bien sûr, les bons cas, les très bons exemples qui existent ça et là, qui peuvent inspirer d'autres. Parce que le but, pour moi, de la pensée intellectuelle, c'est, enfin, il y a trois piliers. Il y a la quête du savoir, la recherche d'un côté. D'un autre côté, il y a l'éducation, donc la transmission du savoir. Et le troisième côté, c'est l'action, c'est la mise en œuvre de ce savoir. C'est peut-être le plus important. Mais les trois vont de pair parce qu'on peut pas, enfin, parfois on agit sans réflexion intellectuelle et même avec une bonne intention, on peut faire du mal. Donc, on a besoin de cette réflexion pour essayer de cadrer euh, notre approche et d'être sûr d'aller dans la bonne direction, surtout quand on parle d'islam. Mais ensuite, le plus important, c'est de l'action. Parce que souvent, quand on regarde l'université, ça reste à un niveau très théorique, très abstrait et déconnecté des réalités. Et c'est pas ce qu'on veut faire dans notre court passage sur Terre, finalement. Donc, c'est pour inspirer l'action, voire créer des dynamiques sociales, humanitaires, éducatives nous-mêmes. Mhm. Super intéressant. Et quel type de dynamique tu penses qu'on peut créer à travers ta recherche? Quelles sont les pistes d'amélioration, les bonnes pratiques que tu as pu observer? Et même les mauvaises pratiques, peut-être c'est bon de le savoir aussi, pour les éviter. Oui, ben, c'est une très très grosse question, donc c'est pas évident de répondre comme Quelques ça en exemples, quelques ouais, je pense. phrases, mais Ouais. je pense à des exemples très intéressants que j'ai vus. Tout d'abord, je salue déjà ce qui s'est passé en France en termes de d'associations musulmanes, notamment en région parisienne, actives dans les maraudes, parce que certains critiquent le fait que c'est tourné vers une action sociale, caritative, humanitaire d'urgence, en disant c'est pas en distribuant des repas qu'on va résoudre le problème de la pauvreté. D'un côté, c'est vrai, d'un autre côté, il faut pas oublier que les personnes dans le besoin, dans une situation d'urgence, apprécient énormément l'attention qui leur est portée
et pas seulement le don matériel, mais et surtout le don humain, la chaleur humaine, les échanges, etc. Et dans ces associations, le fait que c'est la religiosité à la fois qui anime les conduites des acteurs facilite cette chaleur humaine, facilite cet enthousiasme. Parce que moi, avant, j'étais travailleur social dans les institutions publiques, donc pour l'État, et souvent chez les collègues, je voyais une sorte de défaitisme. Je voyais cette idée, ce qu'on fait en tant que travailleur social, ça sert à rien, il y aura toujours la misère, les cas ils sont désespérés, lui on peut pas l'aider, c'est un cas social, etc. C'est des propos qu'on entend malheureusement dans les institutions publiques parce que c'est Mhm. des gens qui sont souvent pas vraiment animés par une foi et s'ils voient que la société est telle qu'elle est, ils peuvent être désespérés et désabusés. Mais les personnes qui font ça avec une motivation spirituelle vont voir l'être humain autrement et vont avoir tendance à valoriser cet espoir. Et finalement, même si tout semble sombre, la foi va permettre de transmettre un enthousiasme et un optimisme et cela se sent dans les études de terrain, dans les observations. Après, pour un autre cas intéressant que j'ai observé, c'était à Dewsbury en Angleterre. C'est un imam qui a fondé une association de jeunes, donc un centre culturel et éducatif, en gros, il appelle comme ça, qui vise à résoudre les problèmes des tensions communautaires. Parce que dans cette commune, il y a un côté d'origine indo-pakistanaise où presque tout le monde est musulman, et de l'autre côté, il y a un quartier pauvre, mais de personnes d'origine britannique, blanc, etc. Et entre eux, il y avait des tensions assez récurrentes. Et le projet de cet imam, c'était de réduire les tensions des deux côtés. C'est-à-dire que il proposait de faire des matchs de football entre les jeunes du quartier indo-pakistanais et les forces de police, voire des personnes qui travaillaient à l'armée et des personnes qui habitaient l'autre côté de la ville avec lesquelles il y avait des tensions. Et cette organisation de rencontres, de matchs de football, etc., a fait que le sens de la cohésion sociale s'est développé peu à peu et a permis de désamorcer les tensions. Et là, une approche très intelligente, très pédagogique. Par exemple, il y a une anecdote, peut-être rapidement, je peux la dire Mhm. très vite. Euh, il y avait la publication de caricatures sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ça, sallam c'est- qui a animé les tensions dans la communauté et beaucoup de jeunes étaient très énervés puis ils ont dit on va pas laisser passer ça, on va faire quelque chose. On parle là d'adolescents bon, à une période compliquée de leur vie. L'imam a dit bon on va faire une réunion pour identifier nos réponses. Et dans la réunion, beaucoup ont dit ben on va aller brûler le commissariat. L'imam, au lieu de les blâmer, au lieu de leur dire que c'est pas une bonne chose, de les engueuler, il leur dit, OK, on va prendre un tableau, on va écrire option A, brûler le commissariat, pourquoi pas. Maintenant, on va prendre d'autres réponses possibles, et à la fin, on va voir quelle est la réponse qui est le mieux pour nous, pour la communauté, pour la société, pour la Oumma, pour les musulmans. Et en fait, le fait qu'il ait abordé les choses comme ça a vraiment désamorcé les tensions. Et finalement, les jeunes ont décidé eux-mêmes que c'était pas une très bonne idée finalement de brûler le commissariat, mais qu'il valait mieux écrire à la mairie une lettre en demandant une audition pour faire part des doléances, des demandes de la communauté musulmane aux autorités par rapport à cette affaire et d'autres choses. Donc, c'est vraiment une histoire d'approche pédagogique parce que c'est des projets communautaires associatifs qui ont une valeur ajoutée très forte, qui désamorcent des cas de violence, qui désamorcent des cas de conflit, seulement par la bonne conduite et le bon positionnement d'animateurs. Et souvent, on se rend compte dans la société que des conflits partent en violence parce il y a justement pas ces médiations et qu'il y a des positionnements souvent négatifs qui fait que la violence ou les ressentiments intériorisés par les personnes jeunes, comme ou moins jeunes d'ailleurs, comme elles ne peuvent pas s'exprimer dans la société, si elles sont censurées, ça va causer des maux plus grands. Et ce genre d'initiatives doivent être saluées. D'ailleurs, dans le contexte britannique, l'association est très saluée par les pouvoirs publics qui reconnaissent qu'il y a un rôle déjà dans la lutte contre l'extrémisme, la lutte contre le racisme, parce qu'aussi leur action vis-à-vis des communautés blanches britanniques voisines a fait qu'il y a des relations positives qui se sont développées. Donc finalement, c'est vraiment des efforts non matériels. Ici, on parle pas d'argent, on parle pas de dons de nourriture, mais des campagnes de médiation, des efforts au jour le jour qui ont prévenu les fusions de violence dans certains cas et qui ont facilité la cohésion sociale.
Magnifique, magnifique. Et au niveau des... Est-ce que tu as étudié des exemples aussi qui, justement, au contraire, ne fonctionnaient pas du tout? Il y a certains exemples problématiques qui viennent de la confusion entre da'wah, prédication religieuse, Mhm. certains appellent ça prosélytisme, ça dépend des formes que ça prend, et l'action sociale. Parfois, beaucoup d'associations font les deux. Parfois, les deux sont clairement délimités et différenciés, et parfois, il y a une confusion entre les registres. Donc, normalement, une association musulmane qui fait des distributions alimentaires le fait sans discrimination aucune. Toutes les personnes dont le besoin sont aidées. On distribue les repas à toute personne qui se présente, peu importe sa foi, peu importe son degré de pratique, peu importe s'il est alcoolisé ou non, parce que l'idée est d'aider des personnes pauvres dans le dénuement, simplement. Après, ces associations où leurs leaders sont en même temps conscients qu'il y a un rôle indirect de Darwa parce qu'ils se disent, bah, en fait, comme ils voient qu'on est musulman, ça peut inspirer certains. Et si quelqu'un parmi eux s'intéresse à l'islam, on peut lui en parler. Donc, à ce niveau-là, ça se passe généralement très bien. Où c'est plus contre-productif, où il y a un problème de compréhension même des enseignements de l'islam, c'est quand l'action sociale en tant que telle est instrumentalisée uniquement pour la Darwa. Donc, un exemple que j'avais vu une fois en Colombie et une fois aux États-Unis il y a très longtemps. Enfin, pour l'exemple américain, c'était plus vieux. C'était une association musulmane de la même forme qui distribue des repas, mais en même temps, il donne une brochure ou un petit texte sur lequel l'islam est expliqué. Et tout en donnant le sandwich ou la barquette de repas, et elles disent aux personnes qui sont dans la rue, qui sont vraiment dans une situation difficile, ah, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous connaissez l'islam? Etc. Et ici, en fait, c'est vraiment un contre-exemple, quelque chose de très négatif et qui n'est pas approprié islamiquement parlant, et ni en termes de déontologie de l'action sociale. Pourquoi? Parce que déjà, en revenant au Coran, on voit que l'appel de Allah vis-à-vis des croyants est d'aider les pauvres inconditionnellement. On a par exemple l'exemple de Surat Al-Insan où Allah dit de nourrir les pauvres et les personnes détenues, et c'est une évidence que à cette époque, Assyra, les personnes prisonnières, ne pouvaient pas être musulmans. C'était même les ennemis des musulmans, où Allah demande aux croyants de les traiter correctement et de les nourrir en plus alors que c'était des ennemis d'islam, et le verset n'associe pas cette pratique à l'idée qu'ils deviennent musulmans. C'est inconditionnel. En fait, la demande de bienfaisance dans le Coran, on a beaucoup d'autres exemples, et dans la Sunna, elle n'est pas liée à un résultat. On fait le bien parce que on répond aux injonctions divines qui nous demande de faire le bien, mais si on va plus loin à un autre niveau de compréhension de l'islam, on fait le bien parce que l'islam c'est rahma lil alamin, comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est considéré comme rahmatul lil alamin, et miséricorde pour les mondes. Ou on a d'autres érudits dans le monde musulman, en passant par de Ibn Qayyim, il y a plusieurs siècles, mais même si on prend le contexte algérien, on a l'émirat al-Qadr ou d'autres qui ont résumé l'islam comme rahma, mais rahma pas seulement tourné vers les personnes qui partagent la foi, mais en général. Et ici, on a clairement l'idée que l'islam encourage ou ordonne la bienfaisance inconditionnellement. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, effectivement, c'est bien et important et demandé de faire darwa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, darwa? Inviter les personnes à l'islam, c'est-à-dire transmettre le message simplement. Ensuite, une fois que le message est transmis, il n'y a que Dieu qui guide la personne et qui choisit qui va être musulman ou chrétien ou athée, etc. Ici, la transmission, elle est demandée, mais elle doit pas instrumentaliser une autre injonction et la supplanter. Et dans certains cas, on voit qu'il y a une confusion chez les acteurs qui faisaient la distribution de repas tout en faisant ce qu'ils appellent darwa. Si on leur demande pourquoi, ce qui a été le cas, enfin moi j'ai fait des entretiens avec ces acteurs, ils répondent, mais en fait, ce qui est important, c'est darwa, les aider, ça c'est pas important. Et c'est une méconnaissance de l'islam qui fait qu'une partie du message est négligée pour une autre stratégie qui devient prioritaire sur eux. Mais c'est pas le pire problème. Le problème principal, c'est que les personnes même défavorisées se rendent compte de l'arnaque, c'est-à-dire de l'instrumentalisation qu'il y a derrière ce service. En fait, elles se disent, ah, ils sont comme les missionnaires évangéliques qui vont en Afrique, qui profitent de la pauvreté des gens pour diffuser un message religieux. Ils sont pas dupes. Ils se disent, mais
ils nous donnent un repas, mais en même temps, c'est pas gratuit, c'est juste pour qu'on soit de leur religion, etc. Donc, cet état d'esprit est vraiment préjudiciable à ce travail de Darwa, mais aussi à la crédibilité de ces acteurs qui font des choses au nom de l'islam qui n'ont rien d'islamique. On peut simplement se rappeler l'enseignement prophétique. لا تؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne n'aura la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, les commentateurs ont décrit le mot Mm. frère comme étant au niveau humain. Et on voit bien que ce que l'islam demande, c'est de vouloir le bien pour les autres. C'est pas Ouais, d'utiliser un outil pour des stratégies X, Y. Et malheureusement, dans très peu de cas, c'est des cas minoritaires, mais on voit cela, alors que dans d'autres cas de maraude, c'est très bien fait. D'un côté, il y a cet esprit fraternel pour aider les gens par amour ouais. pour eux et par réponse à l'injonction divine, mais il n'y a pas de confusion avec la darwa qui peut se faire parallèlement par d'autres actions sans qu'il n'y ait de confusion. C'est un exemple qui a été observé parmi d'autres. Super intéressant. Super intéressant. Ça tombe bien parce que j'étais aux États-Unis récemment Mhm. et je parlais avec une personne justement qui me disait que euh, il y avait des jeunes, des pauvres qui venaient prendre la nourriture chez les musulmans. Donc ils organisaient, je sais pas, si c'était peut-être des distributions de repas et qu'ils leur disaient que ils aimaient bien venir plutôt du côté des musulmans et ils leur demandaient pourquoi. Ils disaient parce que quand on allait du côté des chrétiens, avant qu'ils nous distribuent le repas, il fallait qu'on écoute la gospel et je sais pas quoi. On entend chanter pendant je sais pas combien de temps. Et après, à la fin, ils nous Mhm. distribuent le repas, alors qu'ici, on demande rien du tout, juste on distribue et c'est vraiment un Ouais, très plaisir. Il y intéressant. a vraiment un Très échange. intéressant. Oui, oui, exactement. Et là, j'ai pris des mauvais exemples qui sont rares, mais il faut quand même reconnaître que 90% des cas observés ont une bonne pratique. Certains, il y a un exemple qui me revient à Cali, une autre association musulmane faisait des maraudes dans l'endroit le pire de la ville en termes de misère. J'y étais avec eux et bien que j'étais habitué à voyager un peu partout, j'étais quand même assez choqué de l'état de ces rues parce que c'était vraiment des enfants de 6 ans qui étaient pieds nus, avec des parents qui ont ce seringue dans le bras, tout le monde fumait du crack. Et des milliers de personnes qui étaient autour de nous dans cet état, parce que c'est des rues qui sont occupées seulement par cette population en fin de journée, quand le centre-ville se vide. Et là, on est parti avec une association musulmane faire une distribution de repas. Et en fait, les bénéficiaires étaient très reconnaissants. Et comme ils ont une foi en Dieu, ils sont catholiques pour la plupart, mais pour eux, ce qui compte le plus, c'est la foi en Dieu. Donc, ils disent ah, que Dios les bendiga, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rétribue, etc. Mais ils savaient pas du tout que c'était une association musulmane. Souvent, certains posent la question, vous faites partie de quelle église? Parce qu'ils voyaient le tamis, etc., mais ils comprenaient pas, vu le contexte. Enfin, beaucoup ne connaissent pas l'islam dans ce coin-là. Bon, quand la question elle était posée, on leur répondait, mais je me suis adressé à l'imam après, et je leur ai dit, mais ils savent pas que vous êtes musulmans. Ils disent non, ils savent pas du tout, ils croient qu'on est des chrétiens. Mais ça n'a pas d'importance. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? En tant que chercheur, hein, je posais la question, et il m'a dit, on a simplement deux raisons. On répond à l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en essayant d'avoir cette rahma pour l'être humain, et ils sont dans un état de dénuement en tant qu'être humain, croyant, on doit les aider, inconditionnellement. Deuxièmement, ça nous permet de nous rendre compte de la ni'ma, de la baraka, des bienfaits que Dieu nous octroie dans notre vie, parce qu'on l'oublie facilement. Donc c'est simplement pour ça, pour faire du bien, aider, et pour l'éducation. Aucune idée de darwa derrière. Bien sûr, la darwa, Intéressant. après, elle peut être indirecte, parce que les gens, une fois qu'ils se rendent compte de bons exemples de la communauté musulmane, ils vont être très inspirés. Mais c'était pas Hmm. l'intention. Et c'est un cas qui m'a l'air intéressant. Super intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de déjà de la première partie de tes recherches. Mm. Je propose qu'on aille maintenant du coup dans la deuxième partie de tes recherches, donc ce que tu recherches actuellement d'ailleurs, tu n'as pas terminé, donc sur les communautés locales autochtones en Amérique latine. Donc tu étudies le processus de constitution de communautés musulmanes nouvelles sur place, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles communautés qui se créent visiblement. Oui. Euh, euh, donc est-ce que tu peux me parler de ça un petit peu, nous présenter cette recherche? Et d'ailleurs, pourquoi tu t'intéresses à cette partie de la Terre? Oui, moi c'est un intérêt qui est venu plus tardivement en fait, qui est venu un peu à peu près après ma thèse, mais j'avais déjà voyagé en 2016 en Colombie pour la première fois, puis j'étais curieux de voir dans un pays où la population musulmane est de moins d'un pour mille,
donc très négligeable, très restreinte. J'étais curieux de voir mais comment l'islam se développe finalement dans ce pays. Et ce qui a attiré mon attention en allant dans les mosquées, c'est de voir que dans beaucoup d'endroits, on compte à peu près 80% des personnes qui sont converties. Alors qu'en France, les personnes converties sont très minoritaires finalement, mais pas seulement en France, en Allemagne, au Portugal ou en Angleterre, etc., en Europe en général. Et dans le monde musulman, naturellement, encore moins. Et cela, pour moi, c'était un contexte qui permet d'étudier le phénomène de conversion. Comme les États-Unis, pour les Afro-Américains, est aussi très intéressant en ce sens-là. Enfin, moi, j'avais l'habitude d'aller aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, j'y allais souvent, puis j'étais aussi très intéressé par les conversions des Afro-Américains dans certains quartiers dont beaucoup de personnes sont devenues musulmanes. Et là, en allant en Colombie, je me suis dit, mais c'est vraiment un phénomène peu étudié, négligé. Et moi-même, ça a attiré mon attention de comprendre comment, dans certaines villes où il n'y a pas vraiment de migration, l'islam a pu arriver et se développer. Parce que malgré le nombre très réduit, on a quand même des villes où il y a 4, 5, 6 mosquées. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une étude de cas et une cartographie, c'est-à-dire d'identifier toutes les congrégations ou les communautés musulmanes présentes dans ces pays. Donc j'ai commencé avec la Colombie et une partie du Mexique, parce que le Mexique est beaucoup plus grand, donc j'ai pas eu l'occasion d'aller partout, et une partie du Brésil également. Donc je m'intéressais à voir bon, comment sont apparues les communautés musulmanes dans ces endroits, surtout les endroits les plus reculés. La première étape pour moi, ça a été de faire cette carte, notamment en Colombie où j'ai repéré à peu près une vingtaine de mosquées à l'époque. Parce que ça change assez rapidement. Il y en a de nouvelles qui sont créées, et certaines anciennes ont disparu, etc. Donc, en gros, en Colombie, on a deux choses très différentes. On a une diaspora libanaise importante dans le nord du pays, qui est en partie sunnite, en partie chiite, qui a leur propre mosquée. Mais dans ces mosquées, on voit très peu de personnes converties finalement. Et eux n'ont jamais été intéressés par la darwa. Ils ont toujours considéré que l'idée était plutôt de préserver leur identité culturelle et religieuse. Et souvent, ce sont des commerçants beaucoup plus riches que la moyenne du pays. Donc ça, c'est un phénomène que j'ai un peu observé, mais qui m'a pas trop intéressé. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est d'aller dans des villes où il n'y a pas une migration, en tout cas aucune immigration musulmane, et de voir qu'il y avait quand même des mosquées. Et je me suis dit, mais comment l'islam a pu apparaître dans ces endroits? Donc j'ai ensuite des études de cas, on va dire, emblématiques, hein, qui sont assez intéressantes à voir. Une est à Buenaventura en Colombie. C'est une ville afro-colombienne, c'est-à-dire que c'est des descendants d'esclaves noirs qui étaient déportés en Colombie il y a plusieurs siècles qui, à cette époque, étaient sûrement musulmans pour à peu près un tiers d'entre eux, selon les historiens, mais l'islam avait complètement été éradiqué de ces populations, par force. Donc, ils sont tous devenus chrétiens. Mais aujourd'hui, dans la ville de Buenaventura, on voit qu'il y a deux mosquées. Dans les deux mosquées, c'est 100% de personnes autochtones, donc afro-colombiens, soit convertis, soit filles de convertis, première ou Incroyable. deuxième génération. Mais 100%, et je me suis dit, mais c'est vraiment un cas unique dans le monde, parce il y a même pas une personne migrante qu'on voit à la mosquée. Et je me suis intéressé d'en savoir d'où vient cet islam, comment c'est arrivé. Après, la Buenaventura, c'est un port très pauvre, connu pour être la route sortante du trafic de cocaïne de Colombie. C'est une ville très dangereuse où peu de personnes vont s'aventurer. Et c'était d'autant plus intéressant d'étudier ce phénomène de conversion à l'islam dans ce contexte. Et en fait, historiquement, c'est venu par les Nation of Islam des États-Unis, dont certains marins afro-américains passaient par le port de Buenaventura. Ils ont diffusé cette idée dans les années 60. Donc, il y avait des groupes de Nation of Islam qui n'étaient pas musulmans au sens correct du terme, on peut dire, orthodoxe du terme. Mais il y avait déjà cette implémentation, cette première source de référence à l'islam, même s'il n'y avait pas de pratique islamique à cette époque. Et un jour, un musulman de Guyane, où il y a une population assez importante de musulmans, enfin, c'est une autre histoire longue à expliquer, est venu dans cette ville. Lui était sunnite et il a commencé à leur parler de l'islam en disant, mais ce que vous faites, vous parlez d'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il a commencé à enseigner à peu près l'islam sunnite. Ensuite, dans les années 80, la communauté a contacté les ambassades de pays musulmans
En Colombie en écrivant des courriers à Bogota, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, d'Égypte et d'Iran. Peut-être d'autres pays, mais je suis pas sûr. Seul l'Iran a répondu. L'Iran a envoyé une délégation et ils ont proposé un soutien financier à cette communauté qui connaissait finalement très très peu de choses à l'islam. Ils ont envoyé quelques personnes étudier le chiisme à Qom, en Iran, qui sont revenus des années plus tard comme des leaders religieux. Donc c'est pour ça que la présence chiite dans cet endroit est importante. Mais aujourd'hui, il y a aussi une autre mosquée sunnite. Cette autre mosquée sunnite vient du fait que des personnes originaires de la ville ont été détenues aux États-Unis, parce que c'est une ville très criminogène. Il faut savoir que dans cette ville, beaucoup de personnes souffrent d'une situation de pauvreté et en même temps, il y a beaucoup de gangs. Et beaucoup de personnes partaient aux États-Unis et étaient engagées dans des gangs. Et en étant incarcérés dans les prisons américaines, ils ont connu l'islam sunnite. Après la prison, ils sont en général expulsés. Et du coup, on retrouve une communauté sunnite, tous ex-détenus pratiquement, qui sont maintenant loin de la délinquance. Donc c'est un contexte très intéressant où on voit qu'à partir d'une histoire assez particulière et inattendue, on retrouve aujourd'hui deux mosquées. C'est une ville où il y a eu plusieurs centaines de conversions depuis plusieurs décennies finalement. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a un autre exemple beaucoup plus médiatisé, donc je vais peut-être moins parler au Chiapas avec l'activisme des Morabitoun en 1995, qui a finalement abouti à 700 ou 800 conversions à l'islam. Des personnes sociales, des personnes indigènes, c'est-à-dire des Mexicains qui appartiennent aux tribus qui n'ont pas été vraiment en contact avec les Espagnols. Et c'est un cas assez emblématique parce que c'est des indigènes, mayas, en gros, qui sont convertis à l'islam. Aujourd'hui, il reste à peu près seulement un quart de ces personnes converties qui sont encore musulmanes parce qu'il y a eu une scission idéologique et on trouve actuellement cinq différentes mosquées dans cette ville, qui est une petite ville qu'on peut parcourir à pied. Donc c'est assez particulier parce que c'est une petite communauté de 200 personnes aujourd'hui qui est divisée en cinq, mais la division vient des leaders pour des raisons idéologiques et pour des raisons financières. Alors que les musulmans, ils subissent cette division parce que pour eux, c'est l'islam qui les intéresse, c'est pas d'être forcément soufi ou salafi ou malikite et autres qui les intéressent. Donc c'est un autre cas au Chiapas. On a aussi des cas de conversion collective dans certaines villes du Brésil. Donc j'ai identifié cela, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. J'ai déjà une publication de 60 pages sur la même chose en français. Après, je peux en parler plus en détail, mais je sais pas si on a le temps c'est juste pour avoir un petit panorama, ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, tu as déjà fait tes voyages, tu comptes repartir là-bas pour continuer tes études ou c'est bon, tu as fait le tour? Tu as déjà fait le Bon, tour et là, du coup, tu écris tes résultats. là, je suis plus dans l'optique d'écrire, mais le problème, on n'a jamais fini, parce que surtout sur des pays autant grands. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup focalisé sur la Colombie au début, donc j'ai eu 6 voyages en Colombie pour la recherche. Après, en Colombie, j'ai vu une vingtaine de communautés, mais je peux pas travailler autant sur les 20. Je m'intéresse plus aux communautés vraiment autochtones, c'est-à-dire issus de conversion, où il y a très peu de migrants. Après, je vais aussi, par exemple, à Medellín, qui est une beaucoup plus grande ville en Colombie, où il y a une partie qui sont convertis, un bon 80%, mais il y a quand même 20% de personnes migrantes, y compris des personnes d'origine maghrébine de France ou des musulmans d'Amérique qui vont là-bas s'installer quelques mois. Donc, c'est une communauté beaucoup plus hétérogène, qui est intéressante à voir, parce qu'il y a aussi ce problème de division idéologique qui revient un peu partout en Amérique latine. C'est-à-dire, d'un côté, il y a deux logiques à comprendre. La logique de la base, c'est qu'on a des personnes qui se convertissent à l'islam par conviction ou en étant influencées par certaines rencontres aussi. Et ces personnes, elles cherchent l'islam tout simplement. Mais elles partent de zéro. Ensuite, on a du haut, c'est-à-dire de l'autre perspective, on a des acteurs prosélytes islamiques étrangers qui appartiennent à différentes mouvances. Sur le continent ou l'Amérique latine, on retrouve à peu près tout ce qu'on trouve dans le monde arabo-musulman en termes d'influence. C'est-à-dire que c'est comme une terre de Darwa qui est ciblé par beaucoup de mouvements islamiques du monde entier, mais on retrouve vraiment tout. On retrouve autant le chiisme duodécimain iranien, on retrouve différentes branches du salafisme, donc le Mm. salafisme plutôt activiste
un peu sponsorisé par le Koweït. On a aussi un salafisme beaucoup plus madakhali, comme on dit, plus littéraliste, intransigeant, qui s'est développé. On a des groupes soufis, donc Ash'ari, Maliki, avec une inclinaison vers le soufisme. On a les Ahmadiyya, qui sont considérés comme hétérodoxes par la plupart des autres musulmans. On a des tariqa naqshbandiyya, on a aussi des confréries turques, le mouvement Nurju, le mouvement Sulaymanji. Et tous ces acteurs vont dans ces endroits pour essayer de développer une association, un centre islamique et essayer de convaincre les gens de les rejoindre. Donc, d'un côté, il y a eu un intérêt en termes de d'Arwa, mais d'un autre côté, il y a des désavantages de désunion et de compétition idéologique qui fait que les communautés sont très divisées, au détriment des populations locales qui veulent simplement connaître l'islam et qui, après quelques temps, sont un peu dans un état de confusion parce qu'elles se rendent compte qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes et concurrentes de l'islam. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Et si je peux, je vais encore voyager. Enfin, le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Brésil, à Itabananinha. C'est une petite ville près de Salvador de Bahia, où il y a deux mosquées dans la même rue, et 100% autochtones. Donc, Mhm. c'était l'histoire d'un pasteur qui s'est converti à l'islam et 40 personnes à peu près de sa communauté l'a suivi. Ensuite, il y a aussi eu une scission idéologique. Donc, c'est un Et cas il très y a eu un intéressant pour documentaire. moi de, Il n'y avait pas eu un documentaire sur ça, cette communauté-là? pas celui-ci, sauf en portugais, mais c'était une, 2 minutes dans les télévisions brésiliennes. Par contre, il y avait un documentaire sur le cas de Chiapas, que je Ok. disais avant, donc le sud du Mexique, où 800 personnes s'étaient converties à l'islam à la fin des années 90. C'est un cas beaucoup Ouais. plus... quand on pense islam en Amérique latine, souvent on pense au cas de Chiapas. D'ailleurs, même à Paris, il y a eu une conférence là-dessus. Il y a eu un film qui s'appelle Somos Musulmanes. Oui, voilà, je pense que c'est celui-là. Ouais. C'est celui-ci que je pense que tu connais, un des réalisateurs, Dia. Ouais. Ouais. Et là, c'était sur le cas du Chiapas, mais c'est vraiment le cas le plus emblématique parce que surtout qu'il s'agit de personnes indigènes, comme on dit, donc de personnes vraiment que- qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elles embrassent l'islam. Ok. Ok. Ouais, c'est vachement, vachement intéressant. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour toi, les projets? Donc là, actuellement, tu es en Suisse. Euh, Tu voyages beaucoup là, tu reviens d'Angleterre, tu participes à des conférences. Dans tes conférences, tu parles de quoi en général? Bah, là, je reviens d'une série de conférences. En général, moi, je vais seulement quand on m'invite parce que je me suis jamais considéré comme quelqu'un bon, Mhm. qui doit parler, mais j'ai jamais refusé une invitation non plus. Donc là, j'étais invité à Bruxelles pour parler de la prévention de l'extrémisme violent, mais c'était très orienté Nations Unies, c'était pas forcément très intéressant en termes de contenu, c'est assez politique. J'y vais plus pour un peu avoir une idée de ce qui se passe dans ces milieux. Ensuite, j'ai une autre conférence à Bruxelles, à peu près sur la même thématique. Et à Londres, c'était beaucoup plus intéressant. C'était une organisation musulmane qui essaye de former, enfin, de sensibiliser des imams et des cadres musulmans à la pensée critique. Donc, on avait toute une série de thématiques dans la journée. Moi, j'ai dû parler sur l'avenir des musulmans en Europe 2050 avec cette idée de multiplication enfin, démographique musulmane et qu'est-ce que cela implique. Donc j'ai fait un peu de réflexion critique sur cela en parlant de la différence notamment entre les côtés identitaires où on compte les musulmans avec un prisme ethnique et le côté qualitatif où finalement qu'est-ce que veut dire être musulman en termes de worldview, en termes de vision du monde et d'approche religieuse. Donc parfois c'est des thématiques assez techniques. Des fois j'interviens sur l'islamophobie également. Bien sûr sur mes recherches et également sur la pensée musulmane contemporaine. Donc j'ai travaillé pour Cheikh Jasser Aouda sur le maqasid de Sharia, donc ici usul al-fiqh, plutôt sur les fondements du droit musulman en m'intéressant à la science des finalités dans le droit musulman. Donc ça, c'était aussi des formations que j'ai données. J'ai travaillé à ce niveau-là en Afrique du Sud comme enseignant. En Malaisie, j'étais professeur assistant en sociologie dans une université Mhm. islamique. J'ai travaillé aussi un peu en Suisse et en France comme chargé de cours en islamologie et au Mexique. Et actuellement, je suis en train de voir un peu, enfin, je suis vite, je suis assez dépassé par mes projets. Et puis, c'est pas évident en termes de situation professionnelle parce qu'on est dans un contexte assez difficile où il y a beaucoup d'idéologie à l'université. Et souvent, si on est dans une approche qui refuse
les, les courants dominants idéologiquement, on est vite ostracisé, je dirais, en Europe occidentale. En Angleterre, ça va mieux, il y a quand même plus de liberté, surtout pour la pensée musulmane, et il y a une organisation qui est plus forte, mais en Suisse, en France, j'ai l'impression qu'actuellement, dans les sciences sociales et dans l'islamologie, on souffre quand même de cette dominance d'un courant qui voudrait que tout passe par la déconstruction de l'islam. Donc déjà, rien que le fait de savoir qu'un enseignant est croyant et qui revendique sa foi, en tout cas qui la cache pas, peut être perçu comme problématique. Donc, je suis quand même en train de me débattre un peu avec ces contradictions institutionnelles. Parce que d'un côté, Ouais. on a nos projets qui sont auxquels on croit, mais qui ramènent pas du tout d'argent. Et de l'autre côté, on est obligé de trouver des, des, des sources de financement pour survivre, tout simplement. Donc, c'est un peu les deux qui sont difficiles à concilier parfois, mais j'ai toujours beaucoup de projets. Après, l'idée, c'est de trouver quand même un peu une stabilité un jour. Inch'Allah. Trop bien. Non, mais qu'Allah te facilite, c'est Amin. pas évident. C'est sûr, l'enseignement, surtout en Europe, c'est quand on parle d'islamologie, etc., il y a des courants dominants. Voilà, il faut que voilà, le directeur d'épaule soit aligné Exactement. avec. Voilà, il y a toute une politique derrière. Et bon, Exactement. parfois on tombe sur des bonnes personnes, mais parfois, enfin, en général, c'est assez compliqué, les retours que j'ai eus de Mhm. certaines personnes. Tout à Ça fait. facilite. Amin. On va finir par quelques petites questions. Quelle est la compétence qui t'est le plus utile au travail ou dans la vie de tous les jours? Euh, ça dépend pour quel axe du travail, parce que c'est un travail quand même très, très hétérogène. Donc, je dirais, en termes d'action sociale, mais même en termes de recherche sur le terrain, c'est la compétence de communication et d'empathie, finalement, d'essayer d'être dans l'écoute de la personne et de l'aborder sans jugement. Et ça, je pense, c'est une compétence qui se développe subtilement au fur et à mesure des relations et de l'expérience. Donc, c'est le stade d'ouverture où on essaie avant tout de comprendre. Donc, même quand on voit quelque chose de choquant, on essaie de ne pas être dans le jugement, mais vraiment d'être dans l'accueil de ce que dit la personne pour le comprendre, puis finalement, si possible, pour l'aider. Je dirais que c'est ça. Top. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Je préfère l'interaction entre la partie terrain, contact humain, ce qui est le mieux pour moi, mais ensuite de pouvoir revenir à une réflexion intellectuelle et de naviguer continuellement entre les deux. C'est-à-dire de Les mettre allers-retours. les allers-retours, oui, et de mettre l'intellectuel au service de la société, enfin essayer d'avoir une approche, d'être dans les deux registres à la fois, simplement. Top. Je sais qu'en voyage, c'est difficile de tenir des routines, mais est-ce que tu as des routines préférées qui t'aident justement à rester en forme, progresser? Bon, malheureusement, je l'applique pas moi-même, pour être sincère, je peux pas mentir, parce que les routines que j'essaierai d'avoir, c'est une pratique de dhikr quotidien, même si elle est légère, même 10 minutes par exemple, parce que c'est quelque chose Mhm. qui est très important pour tenir la route et aussi l'exercice. On a besoin de ça, et surtout avec tous les Ouais. déplacements. Ouais. Moi, j'arrive jamais à. C'est dur. Quand je voyage, l'exercice, c'est Surtout très, quand on très voyage, compliqué. c'est pas facile. Mais si on le fait pas, la vie devient plus compliquée aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose C'est sûr. qu'on devrait essayer de garder. Ouais. Là, j'ai un ami, à chaque fois qu'il voyage, toujours il s'inscrit voilà, à la salle la plus proche de Ah CrossFit, oui, etc. Et ouais. toujours motivé. Je sais pas comment il fait. Moi, j'arrive, je suis explosé, j'ai aucune motivation. Moi, ce qui me rend service, c'est les street workouts, la musculation dans la rue à l'extérieur. Puis c'est un excellent moyen pour rencontrer des gens, que ce soit au Mexique, au Brésil, au Sénégal. C'est le meilleur moyen pour rencontrer des personnes saines. Et je dis toujours en voyageant, des personnes me consultent par rapport au voyage et me disent comment tu fais pour aller tout seul, puis d'avoir des bonnes rencontres et de pas avoir de problème. Je leur dis, j'ai trois endroits où je rencontre des bonnes personnes. Donc, dans les lieux de culte, donc à la mosquée pour les musulmans, mais même à l'église pour un chrétien, au sport, c'est-à-dire que je vais où les gens font du sport dans la rue, surtout en Afrique, en Amérique latine, mais il y a beaucoup d'espaces où les gens sont très sociables, et finalement dans les bibliothèques ou dans les cadres intellectuels. Et en allant dans ces trois endroits, je pense on rencontre les meilleures qualités relationnelles en voyageant, puis on évite tous les problèmes parce que c'est pas là-bas qu'on va avoir le narcotrafic, la violence et d'autres soucis. Mhm. Top. Est-ce que tu as une recommandation de livres, de documentaires qui t'ont particulièrement marqué? Je mettrai le livre que tu as publié en référence aussi pour ceux qui sont intéressés.
Documentaire vidéo, je parlerai du film des frères qui a été fait, et Somos Musulmanes, pour ceux qui s'intéressent à l'islam en Amérique latine, parce que c'est quand même très parlant et un très bon exemple. Au niveau du livre, là, je pense au livre de Le chemin vers la Mecque, The Road to Mecca, de Léopold Weiss, Mohamed Assad, qui est Hmm. un peu ancien, mais qui est très riche en enseignement. Il parle de Ouais, sa découverte de il a déjà l'islam, été mais un il a peu. joué un grand rôle dans la Oumma. Ouais. Il a été plusieurs fois recommandé ce Ah, livre. d'accord. Machallah. Top. Bah écoute, ouais, je devrais vraiment. Moi, je suis en retard sur mes listes. À chaque fois, Tu l'as pas j'interviewe vu? des gens, j'ai une liste de lecture et je suis tellement en retard Ah dessus. ouais, Mais d'accord, bon. c'est pas évident. Et on va terminer par une dernière question. Donc, si un auditeur ou une auditrice souhaite soit suivre ton travail ou bien te poser une question par rapport à l'intervention ou autre, est-ce que c'est possible et comment? Oui, bien sûr. Le plus facile, c'est par email quand même. C'est baptiste.brodard@gmail.com. Donc, je sais pas si on peut l'écrire quelque Ouais, part. je la mettrai en description, Inch'Allah. Donc, c'est mon prénom, point, mon nom de famille, @gmail.com. Je réponds à tout le monde toujours. Parfois, ça prend un peu de temps. Sinon, sur Facebook, éventuellement, Baptiste Brodard, c'est moi également. C'est un nom qui est rare. Donc, bon, c'est facile à me trouver. J'ai une chaîne YouTube qui est pas très fournie, mais où j'essaie de partager mes choses. Donc, c'est les moyens principaux. Mais s'il y a des questions ou commentaires, je suis toujours heureux de partager mes travaux puis mes réflexions. Donc, avec un grand plaisir. Et si possible, par Magnifique. email, c'est encore plus simple. Bah écoute, Baptiste, je te remercie beaucoup pour ton Merci temps, à toi, Abdelrahman. euh, pour tes travaux, tes partages d'expériences. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis ça te Bon, facilite pour merci. l'écriture de Avec- enfin, pour la fin de ton. C'est une thèse, hein, c'est une deuxième thèse que tu as commencé. Ouais, c'est pas vraiment une thèse, mais c'est à peu près le même C'est un principe. travail Il de y a 6 recherche. livres, donc Ouais, ouais, puis d'accord. l'idée c'est d'en finir avec un Indépendant. ouvrage de Ok, 200-300 pages pour vraiment faire quelque chose de ouais, conséquent sur d'accord. la question. Ouais, qu'elle Ouais. facilite la fin de Amin. cette recherche. Merci beaucoup. Et puis on reste en contact, Inch'Allah. Avec un grand plaisir. Puis je te remercie pour m'avoir invité encore une fois et que Allah te facilite et qu'il t'accorde les meilleures choses. Et Si je salam passe par à tous Fribourg, les auditeurs. si je passe par Bienvenue. Fribourg, bah, je sais pas si tu seras parce que tu voyages beaucoup, mais Allez, mais dis-moi. Marhaban. Inch'Allah. Inch'Allah, on aura l'occasion de se croiser quelque part. Allez, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.